Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition à la une de l'actualité ce soir. Crise dans le système éducatif, c'est toujours l'impasse entre l'État et les syndicalistes. La rencontre d'aujourd'hui n'a malheureusement pas abouti à une sortie de crise. Une nouvelle rencontre est d'ailleurs prévue. Nous verrons tout cela tout à l'heure avec notre reporter sur place, Boubacar Dieng. Hausse des prix dans le marché, les grandes surfaces aussi s'alignent aux grands dents des consommateurs qui accusent des entreprises d'avoir trahi leur engagement de maintenir les prix au plus bas niveau. Ils réclament des organes de contrôle des prix dans le marché. À suivre le reportage de Mamadoussi dans ce journal. Et dans notre rubrique portrait de ce soir, l'homme a démissionné de la gendarmerie nationale pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Le fait est rare, certes, mais Manam Fall s'est aussitôt lancé dans le secteur de la sécurité privée avec la mise en place de son entreprise dénommée 911. À suivre son portrait avec Abdourahmane Ly. Dans l'article de la semaine à l'honneur ce soir, le directeur de publication du journal L'Info qui pose sa réflexion sur la libération des soldats capturés le 24 janvier dernier par le MFDC en Casamance pour Mbaye Tchandoum. Cet acte posé par le chef des rebelles était aussi un moyen pour Salif Sadio d'occuper encore le devant de la scène. À suivre en fin d'édition, article de la semaine avec Mamadou Dieng. Je vous le disais tout à l'heure, les syndicalistes, notamment le G7 et l'État du Sénégal, se sont encore rencontrés aujourd'hui pour négocier par rapport à la crise qui secoue depuis presque 2 mois le système éducatif, mais malheureusement pas de solution de sortie de crise, selon notre reporter qui était à cette rencontre entre l'État et les syndicalistes, Boubacar Dieng, qui est d'ailleurs en ligne de ce journal. Boubacar, bonsoir. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette nouvelle rencontre entre l'État et les syndicalistes? Oui, effectivement, comme vous l'avez dit, donc il n'y a toujours pas de solution face à cette équation-là, face à cette grève des enseignants depuis plusieurs mois maintenant. Aujourd'hui, le gouvernement et le G7 s'étaient rencontrés à l'hôtel Terrubi, il n'y a pas eu de point d'accord puisque le gouvernement, lors de la rencontre passée, avait proposé 69 milliards. Aujourd'hui, ils ont ajouté 21 milliards, ça fait 90 milliards mis sur la table, mais les syndicats d'enseignants ne sont pas d'accord jusqu'à présent. Et selon Saourou Sène, les 3 points d'achoppement sont entre autres la défiscalisation de l'indemnité de logement. Il n'était pas prévu de défiscaliser comme le veut le gouvernement. Les enseignants ne sont pas d'accord là-dessus. Le deuxième point, c'est l'indiciaire. Il était prévu, selon Saourou Sène, en commission technique la fois passée, qu'il serait à 10%. Mais aujourd'hui, à leur grande surprise, l'État a dit qu'il était retenu 5%, c'est la moitié de ce qui était prévu selon lui. Je rappelle que Saourou Sène est du QCM. L'autre point d'achoppement, c'est l'indemnité d'enseignement. Selon toujours, c'était à 70% en commission technique et aujourd'hui, le gouvernement a dit que c'était à 60%. Ce sont les 3 points-là sur lesquels le gouvernement et les syndicats d'enseignants ne sont toujours pas d'accord, raison pour laquelle les syndicalistes ont dit qu'ils vont retourner à leur base pour rendre compte avant de dire quoi que ce soit, s'ils vont lever ou pas. Mais selon Saourou Sène, la grève n'est pas encore terminée. Jeudi, ils ont encore une rencontre avec le gouvernement à l'issue de laquelle peut-être que cette grève sera terminée définitivement, peut-être non. Alors, Boubacar Dieng, juste avant de partir, est-ce qu'une nouvelle rencontre est prévue entre l'État et les syndicalistes? À quand la nouvelle rencontre? Je pense que Boubacar Dieng n'est plus en ligne, à retenir juste qu'il n'y a pas eu de solution de sortie de crise entre l'État et les syndicalistes, les syndicats d'enseignants qui maintiennent donc leur mot d'ordre de grève. L'autre actualité, après les marchés et les boutiques, les grandes surfaces s'y mettent aussi. Une hausse est notée sur les prix de certains produits, une situation que certains citoyens déplorent et accusent certaines grandes surfaces d'avoir trahi leur engagement de maintenir le prix des denrées au plus bas. L'État est aussi interpellé pour la mise en place d'organes de contrôle des prix dans le marché. Le reportage est signé Mamadoussi. Sur le point de rejoindre son lieu de travail, Abdoulaye Ba semble un peu pressé.
Avec la hausse notée sur certains produits dans les grandes surfaces, il parle de contradiction entre ce qui était annoncé par l'entreprise et la situation actuelle. Je déplore cette situation. C'est contradictoire avec ce qu'ils avaient proposé au départ. Les produits dans les grandes surfaces étaient moins chers et aujourd'hui on note une hausse. Je me demande bien pourquoi ils ont décidé d'augmenter les prix. Masdiop vient de faire ses courses. Lui par contre est chanceux ce matin. Les produits qu'il a achetés n'ont pas connu de hausse. Il interpelle néanmoins les responsables sur la hausse des prix des autres produits. Personnellement, je n'ai pas remarqué de hausse sur le produit que j'ai acheté aujourd'hui. Je l'ai acheté au prix habituel. Peut-être qu'il y a eu une hausse sur les autres produits. Je les invite à ne pas augmenter les prix car la situation est très compliquée pour les citoyens. Les temps sont durs. Les autorités doivent prendre leurs responsabilités sur cette question. S'il le faut, déployer des agents de contrôle. Il y a des prix qui ont été homologués par l'État et affichés un peu partout, mais il n'y a pas de suivi. Il faut que l'État engage, pourquoi pas, une agence qui se charge de faire le contrôle des prix dans les boutiques et autres magasins. Sinon, cela n'aura pas de sens. La situation devient difficile pour certains citoyens. La hausse des prix dans les supermarchés passe mal chez les consommateurs. Les hommes d'affaires sénégalais sont invités à s'engager dans le secteur de la grande distribution pour éviter des situations du genre. Plus de 400 000 véhicules enregistrés dans la capitale sénégalaise, ce qui est à l'origine de beaucoup d'embouteillages devenus presque invivables pour certains usagers de la capitale. Et ces derniers disent attendre du nouveau maire installé jeudi dernier des actes concrets pour l'amélioration de la circulation à Dakar, mais aussi sur l'occupation anarchique des voies publiques. Le reportage est signé Khadija Ndadjouf. Pompiers, au milieu de ces dizaines de véhicules, un agent de police régule la circulation. Ces embouteillages font partie des défis qui attendent le nouveau maire de Dakar. Ces usagers demandent à Barthélémy Diaz de faire en sorte que la circulation dans Dakar ne soit plus un calvaire. Il va falloir que le nouveau maire trouve une solution face à cette circulation tout le temps bloquée. C'est déjà bien ces policiers qu'ils ont mis sur place pour réguler la circulation. Ce que nous attendons, c'est le changement bien sûr, mais ça sera difficile car même les codes de la route ne sont pas respectés par les Sénégalais. Mais pour régler cette situation, le nouvel homme fort de la capitale sénégalaise devra aussi résoudre un autre problème, celui de l'occupation anarchique de la voie publique. Qu'il désencombre Dakar, Barthélémy est attendu dans le désencombrement, dans le cadre de vie aussi. C'est-à-dire qu'il y a trop de... Effectivement, on dirait que Dakar, c'est le rendez-vous des manias d'Afrique. Donc on voit des manias qui parlent ni wolof, ni français, ni aucune des langues nationales, et puis qui sont là et qui encombrent la voie publique. Donc il faut que Barthélémy aussi nous aide sur ça. Sur les marchands ambulants et sur beaucoup de choses, il faut qu'une ville doit être organisée. Une ville comme Dakar doit. Sinon, si on n'y prend pas garde, ça va devenir Lagos et puis c'est la porte ouverte à toutes les insécurités possibles. En 2021, le parc automobile sénégalais était évalué à plus de 800 000 véhicules. Dakar à elle seule enregistre plus de 4 000 voitures avec un accroissement de 10% chaque année. Une situation difficile pour les usagers de la route. L'actualité, c'est aussi le nouvel ambassadeur d'Israël au Sénégal, au Cap-Vert et en Guinée-Bissau qui a effectué sa première visite en Casamance, précisément au village de Kagnout, situé dans la commune de Mlompkassa. Ben Bourgel a visité les blocs maraîchers des femmes de ce village. Il a aussi inauguré une salle informatique au SEM de Kagnout complètement équipée par l'ambassade d'Israël. Hassan Ba, compte rendu.
L'ambassadeur d'Israël au Sénégal compte mettre l'expertise de son pays au profit des agriculteurs du village de Kagnout. Les femmes de ce village disposent de plusieurs blocs maraîchers et comptent bien profiter de l'appui de leur hôte pour moderniser leurs activités. La conseillère économique, sociale et environnementale et originaire du village se félicite de cette visite et espère des résultats concrets qui vont changer le quotidien de ces braves femmes. Sentiment de fierté, de satisfaction, parce que je vois que ce n'est pas donné à n'importe qui quand même d'obtenir des partenaires de haut niveau comme l'ambassade d'Israël au Sénégal, bénéficier de leurs bonnes œuvres qui sont en train de faire dans notre pays. Après les blocs maraîchers, son Excellence Ben Bourgel a inauguré une salle informatique au CM de Kagnout, entièrement équipée par l'ambassade d'Israël, une infrastructure qui va apporter un plus aux enseignements apprentissages, selon le principal du CM. Elle va leur permettre, n'est-ce pas, comme partout au Sénégal, donc d'être en contact avec l'outil informatique, donc de se familiariser à l'outil informatique dès maintenant, n'est-ce pas, de pouvoir faire leurs recherches comme tous les autres enfants du Sénégal, ou partout où ils sont. Donc c'est vrai que Kagnout est reculé, dans une zone qui est un peu déshéritée, mais avec la salle là, je pense que les élèves n'auront rien à envier à ceux qui sont en ville. Comme ses prédécesseurs, Ben Bourgel compte bien perpétuer l'œuvre pour matérialiser la coopération entre les deux pays, surtout dans les zones déshéritées. Vraiment avec plaisir et émotion que j'ai eu la chance de pouvoir inaugurer cette salle informatique dans ce magnifique CM de Kagnout. Nous prenons ça vraiment comme une opportunité de pouvoir porter cette coopération entre Israël et le Sénégal ici dans les régions. C'est une action qui s'inscrit dans le temps, qui s'inscrit dans l'espace et qui vient montrer en fait, qui ouvre la porte du peuple d'Israël au peuple du Sénégal. L'ambassadeur a bouclé sa tournée dans ce village en rendant visite au roi où il est élevé au rang de citoyen d'honneur. Direction le nord du Sénégal, le mouvement président Yedio Fouta a organisé sa première manifestation après les élections locales pour rappeler aux élus tout le travail qui les attend pour un Fouta émergent. Le mouvement, à travers sa présidente, a invité l'État du Sénégal à matérialiser ses projets dont les premières pierres ont été posées il y a de cela un an. Mamadou Mardiallo, compte rendu. Le mouvement président Yedio Fouta a choisi le département de Kanel, plus particulièrement à Hamadou Honare, pour rappeler aux nouveaux élus les défis qui les attendent. Tout le monde a vu les élections locales. Il y a eu un changement, un gros changement, un grand changement. Vraiment, on est fiers de nous parce que ce changement, je peux dire qu'il vient du mouvement président Yedio Fouta. Donc ceux qu'on les conseille, ceux qui sont partis sont partis. Mais les nouveaux, ou les renouvelés, qu'ils pensent qu'on est là et on peut changer tout comme je l'avais dit tout à l'heure. Il n'y a que les élections locales qui sont passées. Les élections législatives arrivent, le présidentiel arrive. On a un rôle important à jouer, nous, la population. Pour le mouvement, les femmes doivent être impliquées dans la vie politique. Justement, si je vous le dis, tout de suite, je dis aux femmes de s'impliquer. Il faut s'impliquer dans les élections, il faut s'impliquer dans le gouvernement, il faut s'impliquer partout là où on peut dire oui ou on peut dire non. On est des femmes soumises, c'est vrai, mais au niveau de la politique, il faut que les femmes s'impliquent, très important. Le mouvement appelle le président Macky Sall à accélérer les projets dont les premières pierres ont été posées depuis 9 mois. On veut qu'on accélère les travaux. Ils ont parlé de l'université de Matam. C'est en parole aussi, ça a été validé. On veut plus, on veut que les travaux soient accélérés. La route d'Andemayo aussi, parce qu'aujourd'hui, vous avez vu, on s'est changé 3 fois. Il y en a qui viennent de Dodou, d'Animouri, Boudourou, Sade, Nima, Waoulé, tout ça. Quand on est arrivé, on était comme on avait mis la peinture sur nos amis. Lors des joutes territoriales du 23 janvier dernier, 3 membres du mouvement président Yedio Fouta ont été élus adjoints au maire dans les communes de Oudalaï, de Louguerecholi et de Bokiladi. Selon Kelel Ndiaye, leur lutte apporte quelques changements dans une région où les doléances s'accumulent au quotidien. Et en sport football, l'Égypte recevra le Sénégal pour la manche aller au stade du Caire le 24 mars, un match comptant pour les barrages du mondial Qatar 2022. Pour cette rencontre, 50 000 supporters égyptiens sont attendus au stade du Caire, mais les supporters sénégalais se préparent déjà à être beaucoup plus nombreux pour le match retour prévu le 29 mars prochain au stade de Diamniadio. Ces Sénégalais sont confiants quant à la
la victoire des Lions lors de ces 2 matchs. Le reportage de Marem Diaye. Liberté 5 bis. Ce quartier sert de détour pour beaucoup d'automobilistes qui évitent les nombreux embouteillages en ce début de soirée. Cette zone est toujours dans la ferveur de la canne, du vert, du jaune et du rouge aux 4 coins de ce quartier. L'Égypte entend bien mettre toutes les chances de son côté pour prendre sa revanche, ce qui ne fait aucunement peur à certains. Ils assurent que l'équipe du Sénégal battra l'Égypte à l'aller comme au retour. Comme d'habitude, nous ferons comme à la finale. Nous n'irons pas au tir au but cette fois-ci. Nous les battrons à l'aller comme au retour et j'irai au stade avec les couleurs nationales. Wow. Dinaa supporter. Waaw. Oui, waay, du waay, 22 bu garaaw laay def bi yoon. Ousmane Noreini est un joueur de l'équipe de football de son quartier, le Yogo. Il attend avec impatience le match retour au stade du Sénégal le 29 mars. De toute façon, nous sommes prêts. Nous sommes prêts pour soutenir les Lions, nous sommes prêts pour soutenir l'équipe nationale du Sénégal. Nous sommes des citoyens, nous sommes prêts pour se battre. On sera tous présents au stade, Inch'Allah, pour soutenir nos Lions. Pour d'autres, les Sénégalais seront plus nombreux au stade à Diamniadio. Ils attendent de pied ferme l'équipe de l'Égypte, même s'ils n'oublient pas que le football n'est qu'un jeu. Ouais, bien sûr, ouais, mais on sera là pour le match. Pour le match retour. On fera notre tout pour gagner le match. Le sport, bon, c'est un sport de fair play. On aura 100 000 spectateurs, plus de 50 que. On fera tout pour gagner. L'essentiel, c'est la gagner, c'est d'aller au Qatar. 2 semaines après la finale opposant le Sénégal à l'Égypte, un match qui a vu le Sénégal sacré champion d'Afrique pour la première fois. L'on prépare déjà les matchs de barrage pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. L'Égypte promet un accueil très épicé à l'équipe du Sénégal avec 50 000 spectateurs pour prendre sa revanche. Mais les supporters sénégalais rencontrés ne semblent pas impressionnés. Et justement, le stade du Sénégal sera inauguré le 22 février prochain et les préparatifs avancent bien. Un grand événement sportif et culturel auquel vont prendre part au moins 5 chefs d'État, les présidents du FIFA et de la CAF, selon le ministre des Sports, Matarba, que je vous propose d'écouter au micro de Moussa Fall. Ce qu'il faut noter et bien le préciser, c'est que nous avons choisi, ou bien le chef de l'État même a choisi, d'organiser cette inauguration en mettant un contenu typiquement sénégalais et africain. Quand on parle de culture et on parle de nos stars de la musique sénégalaise et africaine, on parle aussi de cette équipe de stars africaines qui va rencontrer les générations du Sénégal. Tout ceci coïncide avec la présidence de l'Union africaine du chef de l'État. Cela veut dire que ça a été une volonté de faire participer d'une manière inclusive les Sénégalais, mais d'associer l'Afrique à ce très grand événement. Bien évidemment, le trophée sera présenté au peuple sénégalais encore une fois, comme à l'arrivée de ce trophée où on a tous les secteurs de la nation. On a transcendé nos positions politiques. Et tout le monde a pensé que le Sénégal nous appartenait. Nous tous. Le stade du Sénégal aussi appartient à tout le monde. C'est pourquoi ce sera un moment de communion pour l'ensemble des couches de la population, l'ensemble des Sénégalais qui vont accompagner le premier des Sénégalais qui est le président de la République, qui a eu l'idée de faire ça, qui a eu cette vision, mais qui sera accompagné par ses homologues. Et nous demandons aux Sénégalais qui voudraient effectivement assister à cette cérémonie d'être très tôt au niveau du stade du Sénégal. J'ai indiqué tout à l'heure qu'à partir de 11h ou midi, les portes seront ouvertes. Les animations culturelles commenceront vers 14h, 14h30. Le président sera vers les coups de 16h, 17h au niveau du stade du Sénégal pour accueillir ses homologues et la cérémonie va démarrer. Normalement, aux alentours de 21h, 21h15, on aura tout terminé.
pour permettre aux Sénégalais de retourner tranquillement. Et ça, il faudrait qu'on le comprenne. C'est un événement important. On ne peut pas... On évitera effectivement que les gens, que les Sénégalais viennent à partir de 16h, 17h. Ça va poser problème. C'est pourquoi celui qui voudrait, en tout cas, et qui a sa carte, qui voudra venir assister à cette cérémonie, devra le faire avant 14h pour que le stade soit rempli avant l'arrivée des autorités. Dans notre portrait de ce soir, le fait est plutôt rare. L'homme a démissionné de la gendarmerie nationale pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Manam Fall est aujourd'hui directeur des opérations et de la formation à l'agence de sécurité 911. Son parcours, ses ambitions dans ce secteur et aussi ses perspectives d'avenir passées à la loupe dans ce portrait signé Abdourahmane Ly. Militaire devenu gendarme, Manam Fall a décidé de quitter la fonction publique pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Entreprendre dans le domaine notamment la sécurité et l'environnement. Il est aujourd'hui le directeur des opérations et de la formation de l'agence de sécurité 911. Les échelons gravis, cet agent de la 43e promotion des élèves gendarmes n'a pourtant jamais perdu de vue sa cible. Un jeune motivé par sa volonté et son ambition, Manam se donne pour mission de redorer le blason des agences de sécurité au Sénégal, mais pas que. La création de l'emploi, aider aux jeunes, donc de trouver un emploi, surtout les anciens militaires, et ceux qui aiment le métier de la sécurité privée. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas fait de l'armée, donc ils n'ont pas été des militaires, mais ils aiment la sécurité privée. Donc après les avoir recrutés, on les forme. Lorsque Manam Fall a proposé au directeur général de l'agence 911 de le rejoindre, ce dernier n'en croyait pas ses oreilles. Aujourd'hui, El Hadj Amady Diop se réjouit de l'avoir à ses côtés. Du coup, cheminons ensemble, ce que je retiens, c'est ce dont j'avais besoin, la rigueur. Moi, je ne peux pas tout faire. Donc, il est là, effectivement, depuis qu'il est là, alhamdoulilah. Parce que c'est un métier qui demande cette rigueur-là. Et comme je dis, la rigueur n'a rien à voir avec... être rigoureux ne signifie pas être méchant. Ça n'a absolument rien à voir. On peut être très bon, très gentil et être très rigoureux. Il ne faut pas confondre les deux. Et c'est ce métier-là qui demande ça. Donc, depuis qu'on chemine ensemble, et vraiment ça, c'est excellent pour ça. Entre autres caractères qu'il a tenté d'inculquer autant que faire se peut à plus de 230 agents au métier de sécurité, tous recrutés par l'agence 911. La majorité, soit les 80%, sont aujourd'hui affectés à Saint-Louis, un choix qui s'explique. Nous assurons la sécurité de l'UGB Université Gaston Berger. On a là-bas 200 éléments. La SAIP, Société d'aménagement d'exploitation du Delta, on a là-bas 18 éléments. Et l'école des Turcs Marif. Ici à Dakar, il y a trop d'entreprises clandestines, je peux dire, mais aussi il y a des pays qu'on ne peut pas prendre pour effectuer notre travail. Raison pour laquelle donc, on n'a pas assez de marché ici à Dakar. Parce qu'il y a trop d'agences de sécurité clandestines. Un autre besoin, c'est ce que l'ancien chef de parc du groupe d'action rapide de surveillance et d'intervention, Garci, a détecté à Mour, dans son quartier à Sanche, où les résidents avaient du mal à se débarrasser de leurs ordures ménagères. Manam Fall a décidé de lancer la phase pilote de son projet 911 Nettoiement. Dans le domaine de l'environnement, donc, on a mis une moto tricycle en place, donc, qui collecte les déchets ménagers au niveau des maisons, moyennant 1500 francs par maison. On a à peu près 5 motos tricycles. Oui, mais pour le moment, on a une seule moto en train de faire le boulot parce que cela fait justement un mois. Donc, si la phase test donc, est réussie, donc, on programme d'amener les autres motos tricycles à Mour et à Saint-Louis. Manam Fall entend étendre ses projets sur l'ensemble du territoire national. Pour y arriver, il s'est procuré depuis 2 armes, la persévérance et la patience.
L'actualité internationale, terrorisme au Burkina Faso, la ville de Djigo, à nouveau sous la menace djihadiste, selon RFI Afrique qui donne l'information. Depuis jeudi dernier, des groupes armés demandent aux populations de plusieurs quartiers de cette ville provinciale dans le Soum de quitter les lieux sous peine de se voir mutilés plutôt. Ces mêmes groupes armés ont aussi interdit aux transporteurs de se rendre ou de quitter cette région, et cela malgré la présence d'un camp militaire à Djigo. Des sources citées par le site annoncent une forte présence des forces de défense et de sécurité dans cette région. Sommet de l'Union africaine, un plan de développement de 150 millions d'euros annoncé à l'issue de cette rencontre entre les leaders européens et ceux d'Afrique. Ce 6e sommet s'est conclu hier 18 février dans un climat consensuel symbolisé par l'adoption à l'unanimité et des applaudissements d'une déclaration politique finale avec la naissance d'un partenariat renouvelé pour les deux continents et la déclaration finale qui dresse les grandes lignes du paquet d'investissement Afrique-Europe d'au moins 150 milliards d'euros portant sur les investissements, la santé et l'éducation. Un plan de développement au contour encore flou, s'accordent à dire certains observateurs. À présent, votre rubrique article de la semaine, la libération des soldats capturés le 24 janvier dernier par les rebelles du mouvement des forces démocratiques de la Casamance interpelle le directeur de publication du journal L'Info. Mbaye Thiandoum réfléchit sur les actes posés par le chef des rebelles, Salif Sadio, et parle d'un jeu risqué pour occuper à nouveau le devant de la scène. Article de la semaine, signé Mamadou Dian. Des soldats capturés puis libérés après un accrochage avec les rebelles du MFDC. Cet affrontement entre le 5e détachement sénégalais de l'Ecomiga et les troupes de Salif Sadio en territoire gambien a occasionné 4 morts du côté de l'armée. Le journaliste Mbaye Thiandoum de l'Info a réfléchi sur cet accrochage. Il est convaincu que Salif Sadio pratique un jeu risqué. Donc c'est un peu à la suite de l'analyse de la situation. Donc dans cette affaire, malgré tout ce qui est dit et tout ce qui s'est passé, on est arrivé à la conclusion que Salif Sadio n'est pas totalement innocent dans cette affaire. Donc à voir les différentes actions qu'il a eu à mener après la survenue des événements. Donc là, on est arrivé à la conclusion que vraiment, il n'est pas innocent dans cette affaire. Donc sa main est bien trempée dedans. Salif Sadio renaît de ses cendres. Il était quasiment tombé dans l'oubli. La capture de ces soldats a remis le chef rebelle au devant de la scène. Selon le directeur de publication du journal L'Info, c'est une petite victoire militaire, un grand coup médiatique. Je parle un peu de petite victoire, peut-être petite un peu entre parenthèses, parce qu'il y a eu mort d'homme. Donc si c'est un peu par rapport à l'ampleur des faits. Donc ce n'est pas spécialement un affrontement, une confrontation avec l'armée sénégalaise en tant que telle, mais c'est un détachement de l'armée qui sert dans un autre pays, en l'occurrence la Gambie. Donc c'est pour ça que j'ai peut-être un peu utilisé le mot petite victoire. J'ai utilisé petite victoire pour faire un peu le rapport par rapport à ce qui va suivre. Donc le boom médiatique qu'il y a eu. Donc un boom médiatique qui a été vraiment recherché par le chef rebelle. L'armée et le MFDC ont toujours eu des affrontements. Et c'est souvent l'armée même qu'on voit faire des déclarations ou des conférences de presse. Les rebelles, on les entend rarement, mais cette fois-ci, c'est eux qui ont pris le devant. Donc c'est eux qui ont vraiment communiqué sur cette affaire. Pourquoi cette communication? Les Djambara hument finalement l'ère de la liberté après quelques jours entre les mains de Salif Sadio. Une libération à la suite des négociations. Le rebelle a posé sur la table ses conditions. On l'a tous entendu lors de ces sorties fustiger l'intervention de l'ECOMIG et de l'armée gambienne au niveau de sa guerre, comme il le dit, avec le Sénégal.
Donc cela, c'était un enjeu pour lui. Et certainement, l'un des accords les plus importants, c'est de demander à cette force d'interposition ouest-africaine, qui n'est pas au Sénégal mais en Gambie, de ne pas se mêler de ses affaires. Donc il a dit lui-même lors de ses sorties. Il a demandé également à la Gambie, où se trouve cette force, de ne pas intervenir dans ses affaires avec le Sénégal. Certainement, ces deux points ont été consignés au niveau des accords. Ce qui le conforte également, c'est la présence des représentants de l'armée gambienne. C'est la présence des responsables de l'ECOMIC et de la CEDEAO. Donc certainement, il a eu des gages par rapport à la tenue de ces troupes, donc qui ne doivent pas interférer au niveau de ses affaires avec le Sénégal. Cette résurrection du chef rebelle va sans doute remettre l'armée sur ses gardes. Les rebelles auraient gain de cause sur cet accrochage, mais un couteau à double tranchant. Couteau à double tranchant parce que bon, ça lui a permis donc de se refaire une seconde jeunesse, si je peux dire. Ça lui a permis de faire revenir donc le conflit casamançais, sa personne lui-même au devant de l'actualité. Donc on a vu les médias internationaux, RFI, l'AFP, beaucoup de médias gambiens ont vraiment communiqué à fond sur cette affaire. Donc l'armée va être beaucoup plus sur ses gardes. Et peut-être même il va continuer directement les ratissages sur lui, comme le disent certains spécialistes, parce que beaucoup de gens s'attendaient après le ratissage vers la frontière Guinée-Bissau, de la Guinée-Bissau, les gens s'attendaient à ce que l'armée poursuive le même travail au niveau du nord, parce que pratiquement c'est la zone la plus compliquée, où vraiment la rébellion sévit le plus. Salif Sadio a provoqué ces affrontements pour se remettre au devant de la scène. C'est la conviction du directeur de publication du journal L'Info. L'article de Mbaye Thiandoum a paru mardi. Et c'est ce qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite des programmes sur ITV.